Dallo studio RF2 della sede RAI per la Valle d'Aosta, La Boîte à Livres. Incontri letterari a cura di Paola Corti. Bonjour, bonjour, vous êtes les bienvenus à notre émission du samedi matin de RAI VDA dédiée aux livres et aux écrivains. La boîte à livres. Au micro, Paola Corti, comme d'habitude sur les fréquences de Radio Uno. Aujourd'hui, samedi 20 juillet, aidé par notre technicien Michel Seris. Bonjour, bonjour Michel. J'ai l'honneur d'avoir ici, tout près de moi, une invitée absolument spéciale. Directement de Paris, mesdames et messieurs, Stéphanie Hochet. Attends, Stéphanie, l'une des plumes féminines françaises qui intéresse le plus ces dernières années. Waouh! Bien. Qui est l'auteur de cette phrase admirable? Bonjour. Bonjour. Heureuse que tu sois ici, vraiment. Merci. Alors, avant tout, avant de commencer à bavarder de littérature presque sérieusement, parce qu'à 7h du matin, c'est encore doucement. un peu doucement, oui. Piano, piano. Ouais. Alors, dis-moi, café ou thé? Café. Café. Sans hésitation, surtout le matin. Surtout le matin. Un petit croissant ou plutôt omelette, quelque chose? Ah, croissant, pas rien de gras, de cuit, dans de la graisse le matin, surtout pas. Ok. Donc ça, plutôt italien en fait. Oui, quoi. c'est vrai, c'est un goût italien. Ouais. Et donc, normalement, tu prends ton petit déjeuner comme ça, café et croissant, ou bien tu as des consuétudes différentes? Non, ça peut être du pain, ça peut être des gâteaux, des biscuits, mais voilà. Mais café et sans sucre le café. Ah, ça c'est on en bien. parlait. Ouais. Oui, voilà. On a bu, on a pris déjà avant un petit café, un espresso, et on se disait, mais on doit absolument le goûter sans sucre. Les puristes ils sont comme ça, ils sont sûr, sérieux. C'est l'amertume le café, il faut surtout pas l'altérer. Oui, bien Voilà, sûr. Mais ça, c'est très, je trouve, tu as un esprit très italien, en effet. Voilà. Par rapport, je suis prête à être adoptée par l'Italie. Voilà, on est ici. Alors, écoute, encore une chose avant de commencer. Quelle musique en particulier, quelle chanson tu nous proposes pour ouvrir notre rencontre? Parce que j'explique à qui est à l'écoute, je demande toujours à nos invités d'amener quelques chansons, quelques musiques. Et toi, tu as fait un choix vraiment tout à fait particulier dans les 4 chansons. Avec laquelle tu veux commencer? Alors, je propose Pour un infidèle de Cœur de pirate avec Julien Doré. Et voilà. Pour un infidèle de Cœur de pirate avec Julien Doré. Quelle belle façon de commencer cette matinée. C'est pas mal, hein? Ouais, et envie la de danser. C'est vrai, exactement. Et Cœur de pirate, c'est une chanteuse qui a énormément de talent. Je lui trouve un petit air de Françoise Hardy à ses débuts. Oui, c'est vrai. Et Quelque tu sais, je ne chose. connaissais pas. J'ai vu la vidéo sur YouTube. Pas mal. Ah ouais. Pas du tout. Beaucoup de talent, inventive. Et puis on reste dans la chanson française avec un petit punch comme ça me plaît bien. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose de vintage. C'est pas Ouais, seulement c'est dans ça. la vidéo, mais aussi dans la façon c'est de chanter. Eh bien, vous êtes à l'écoute de La Boîte à Livres, rencontre littéraire du samedi matin de RAI VDA. Aujourd'hui, comme on l'a dit avant, nous sommes avec Stéphanie Hochet, avec laquelle on commence tout de suite avec notre habituel jeu. Tu sais, on commence à jouer en jouant. Hein. On n'est pas ici pour parler seulement des choses. Ça convient à mon patronyme de toute façon, le jeu. Ah, donc c'est bon, ouais. bon. Alors écoute, vite question, vite réponse. Si Allez. tu es prête, on part avec la musique. Surtout que je suis pas préparée. Donc. Pas du tout. Pas du tout, je les connais pas les questions. Stéphanie, lieu et date de naissance. 20 03 75 à Paris. Donc t'es des poissons. Je suis poisson. Moi aussi, ça c'est beau. Mais limite, voilà, le dernier limite, c'est jour, vrai, dernier jour oui. du poisson. Ascendant vierge, si vous voulez tout savoir. Waouh. Alors quel contraste étrange, mon Ouais. Dieu. Profession, métier. Écrivain, un petit peu journaliste, enfin critique littéraire. Ok. Ouais. Ok. Hobby. Hobby, lire, écrire, regarder, cinéma, se promener, beaucoup de balades, montagnes. Qu'est-ce que je peux dire? Mais ça, c'est des hobbies et puis en même temps, c'est ma vie. Enfin, c'est ma vie professionnelle. Donc c'est ta oh, ok. Il n'y a pas d'activité en marge. En fait, toutes mes activités sont reliées à mon travail ou pas mon travail, à ma passion, quoi. Jour ou nuit?
Ah, ça dépend pourquoi. Jour pour travailler, nuit pour... Bon, il faut que je dorme la nuit parce qu'en plus j'ai des problèmes d'insomnie, mais la nuit est fascinante. Mais la nuit me fait peur en même temps. Ah oui? Ouais. Je comprends certaines choses Ouais, en pensant à ouais. tes livres. Voilà. Parfum ou mieux essence que tu préfères? On parlait de café, j'aime beaucoup l'odeur du café. C'est bon? Ouais. Et si tu dois choisir un parfum, une essence pour toi? Alors moi, je mets un seul parfum depuis que j'ai 17 ans. Je suis extrêmement fidèle, contrairement au titre de la chanson tout à l'heure. C'est Cristal de Chanel. Depuis que j'ai 17 ans, je mets le même parfum. Ah, Alors, voilà. c'est peut-être que je suis Fidèle, pas... oui. Ouais, Fidèle, absolument. c'est pas surprenante, mais fidèle au parfum. Et couleur préférée? Bleu roi, Hmm, bleu-gris, ok. Mais que tu aimes le plus? le pain. Ok. Boisson? Le vin rouge, un bon Bordeaux ou un vin italien, évidemment. Il y en a quelqu'un que tu aimes en particulier? Et, bon, ici, on est dans une région où, en oui. plus, on a de bons vins rouges. Je connais mal les vins d'Aoste, hein, j'avoue. Ah, donc je les connais. Ouais, il faut y remédier. Il faut oui, remédier. Oui, on peut commencer déjà Ouais, ce exactement. soir, si tu Je suis veux. absolument, je suis très reconnaissante si quelqu'un me fait découvrir ça. Le continent préféré? Le continent, compris le condiment. Non. Le continent préféré, mais je suis allée une fois en Afrique, c'était au Niger, et ça a été un grand choc. Pour autant, je suis pas du tout africaine, mais j'ai senti mes racines vibrer. Je suis allée dans le désert, en fait, je suis allée dans le Ténéré. Oh, quelle merveille. Ouais, on ne peut plus faire maintenant, c'était Non, 2007, je sais. et là, ce serait prendre un risque complètement suicidaire. Oui. Mais j'ai été totalement fascinée et émue. Oui, je comprends très bien. Et bien, je me suis sentie terriblement bien. Oui, je fréquente l'Afrique, vrai en particulier le Burkina, il est Ah. très proche, donc je comprends très bien ce que tu dis. Hein. Bon, bah voilà. Dernier voyage, tu as parlé du Niger il y a longtemps. D'accord. Mais... Dernier voyage que j'ai fait, je suis allée à New York pour la première fois. Ah, et ça a été comment? Mais ça a été, j'attendais ma grande claque et j'ai eu ma grande claque et je suis très contente. Parce que en fait, j'ai laissé mon envie de New York monter, c'est-à-dire que pendant des années, jusqu'à mes 35 ans, j'en pensais rien. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que ça fait d'être à New York? Qu'est-ce que ça doit faire comme impression? Et j'y ai beaucoup pensé, et laissant monter un petit peu le désir comme ça. Et j'y suis allée donc il y a 2 mois, et j'ai été conquise par cette verticalité, par... J'attendais de me mettre vraiment tout proche d'un de ces buildings, et en particulier évidemment, je perds le nom, mais de toute façon, ça peut le faire avec beaucoup de buildings. Vous savez, quand vous êtes tout proche d'un de ces immenses gratte-ciel, et que là, vous avez une espèce de vertige à l'envers. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, j'ai été très surprise par le bruit de New York. Ah. C'est-à-dire que quand on arrive vraiment tout en haut d'un des gratte-ciel et qu'on peut avoir une vue, il y a aussi un son qui monte, et c'est une espèce de son des enfers. Vous savez, il y a une espèce de grondement de la ville que je n'ai entendu nulle part ailleurs. Et c'est tout à fait le genre de ville qui ressemble à une ville mythologique. Voilà. Étrangement, ouais. non? Parce étrangement. Que oui. Étrangement, mais je trouve que plein de mythes sont nés là, et j'ai été totalement fascinée. Ouais. C'est très intéressant. Mer ou montagne, à part les grandes villes? À Host pour la montagne. Publicité, c'est ça. Moyen de transport préféré? Le cheval. C'est la première fois que j'ai une réponse de ce genre. Écoute, tu vis à Paris. Oui. Qu'est-ce que tu aimes de ta ville? Mais en fait, ça va faire très parisienne, très centrée sur sa ville, mais j'ai quand même l'impression que quand on est à Paris, on est dans un des centres du monde. Je sais pas, j'aurais du mal à expliquer, mais il y a une espèce de magnétisme. Il y a un peu ça à New York, mais aussi à Paris, on a l'impression que tout est possible. En fait, on a l'impression que tout est là. Ok. On a l'impression que, en fait, tout se crée là, enfin tout ce qu'il y a de mieux en France, ou peut-être de pire aussi, mais en fait tout est là, tout est là à portée. Ouais. Et je ne me lasse pas de traverser la Seine. Je ne me lasse
pas de faire ces grandes marches. J'aime énormément marcher dans Paris. Et je suis à chaque fois séduite. C'est vraiment, pour le coup, Paris très féminin. Ok. C'est vraiment, c'est une jolie femme chic, quoi. Et elle garde tout son charme, quoi. Oula. Ouais. Et quel est l'aspect que tu n'aimes pas de ta ville? Alors, il y a des parties de cette ville qui sont en souffrance quand même, parce qu'il y a des parties qui sont moins bien loties, des quartiers populaires qui sont un peu laissés un peu à l'abandon. Oui. Le 20e d'ailleurs, un quartier où j'ai beaucoup vécu. Et où je trouve quelque part que c'est injuste, quoi, que les habitants doivent subir plus de désagréments que les autres. Donc une espèce d'inégalité sociale. Ok. Et puis peut-être un petit côté un peu désagréable des Parisiens, mais bon. En même temps, je suis parisienne, donc et puis je suis pas totalement désagréable, hein, mais Tu t'aimes, ça c'est bon. Ouais. Mais dans quel sens tu veux dire côté désagréable? On dit souvent qu'ils sont un petit peu ronchons, un petit peu râleurs, etc. Peut-être un petit peu. Ok. Ils ont tout aussi. Hein. Ils sont blasés. Et qu'est-ce que tu aimes de la vallée d'Aoste ou d'Aoste si tu ne connais que notre ville, disons, si tu n'as pas encore fait des tours? Alors, je me lasse pas de ces grandes balades, de ces lacs. Et puis voilà, ce qui me plaît aussi, c'est d'être dans cette ville et d'être entourée de ces montagnes, c'est-à-dire de voir un paysage surprenant au pied même de la ville. C'est vrai. C'est vraiment, c'est exceptionnel. J'ai vu ça nulle part. Et tu te sens protégée par la montagne ou bien Je me sens opprimée? Oui, non, assez apaisée parce qu'elle est tellement généreuse, elle est large, quoi. Si elle avait été plus étroite et voilà, Plus proche. si ça avait été un mur, non, je pense que j'aurais été oppressée. J'imagine. Ouais. Tu ne peux pas absolument vivre sans quoi? Sans espace pour rêver et sans l'attention de ceux que j'aime. Ok. Quel est ton mot préféré? Conquistador. Et quel est le Même mot... pas français. C'est vrai. Et quel est le mot que tu ne tolères pas du tout? Il doit y en avoir beaucoup, mais alors là... Tu sais que j'aime parfois, pas trop le mot ressenti, qui est un mot nouveau utilisé en France maintenant pour parler de... Un peu abusé peut-être. Ouais, un peu magazine féminin, un petit peu, un petit peu bébête, quoi. Un peu, voilà, c'est le mot passe-partout. Un peu superficiel, Ouais, tu c'est te ça, donnes cette c'est impression. Ok. Le musée que tu aimes? Le Prado, Ok. pour changer de pays. Et l'exposition la plus belle que tu as jamais vue? J'ai été très frappée par une exposition qu'il y a eu à Paris il y a quelques années. C'était en fait deux peintres, deux géants qui ont énormément de points communs. C'était Picasso et Francis Bacon. Et il y a eu ils ont organisé une exposition où on voyait les cohérences entre les deux peintres. Ouais. On les voyait évidemment. C'est ça. Et comment, en fait, Francis Bacon s'est inspiré du travail de Picasso, qu'il admirait énormément, pour aller dans un sens totalement différent, mais en même temps avec une grande inspiration et une reconnaissance. Cinéma ou TV? Cinéma. Radio ou TV? Radio. Ah, ça c'est bon. Ouais. Et radio ou cinéma? Radio et cinéma, c'est difficile, on peut pas de choisir. Non, mais je vois beaucoup de films. Ça, c'est l'avantage de Paris, justement. C'est énormément de films. Tu as un choix infini. Incroyable, génial pour ça. Et en VO. Donc en version originale, des films du monde entier, thaïlandais, chinois. Très intéressant, les films asiatiques. Oui, parce qu'ils ont des rythmes complètement différents par rapport à... Ils sont très originaux. Oui. Ils sont très poétiques aussi. Ouais, c'est ça. Et très raffinés, et très violents aussi. Mais avec une sens. ouais, c'est ça. Une esthétique très, très intéressante. Et... donc voilà, pour parler du cinéma, donc la chance Film que j'ai. favori en plus, je voulais te demander. Ah ça c'est super dur. Alors j'aime énormément Meurtre dans un jardin anglais. Ouais, bien. Voilà. Et comédien ou comédienne que tu aimes particulièrement? Comédien. Bon, je vais changer. Je sais pas là, c'est très parfois difficile. on a des affections aussi, non? C'est pas dit parce qu'ils ont interprété des films merveilleux, mais c'est parce que tu as été frappé par quelque chose. J'aime beaucoup Lino Ventura, un acteur français, mais des origines. Oui.
Donc j'aime beaucoup Lino Ventura, je trouve extrêmement émouvant. Je pense qu'il me rappelle un peu mon grand-père, en fait, le père de ma mère. Tu vois, il y a des liens. Non, forcément. Si je te dis livre, qu'est-ce que tu me réponds? Littérature, plus particulièrement. Et ton livre favori? Oh, j'en ai pas qu'un seul, mais là, si je devais répondre, paf, un livre, ce serait Les Hauts du Hurlevent d'Émilie Brontë. Donc l'écrivain, ça peut être Emily Brontë ou bien un écrivain différent. Ça peut être un autre écrivain, ça peut être, je sais pas, qu'est-ce Balzac, qui a beaucoup compté pour moi. J'ai récemment lu le Sarrasine. Oui, c'est très intéressant, Balzac. Je veux le Il est découvrir. très critiqué en France et c'est pour ça que généralement je le cite parce que je suis très agacée des critiques françaises qui... Contre-courant, parfois Oui. c'est intéressant d'y aller. Ouais, hein. c'est ça. Ta première fois avec l'écriture Ah voilà, elle est un peu malade, oui, Stéphanie. Alors ma première fois avec l'écriture, moi j'ai commencé plutôt par la poésie, le style court, et j'avais autour de 23 ans. Ok. Et pourquoi l'écriture dans le sens à quoi ça sert? En fait, ça dépend ce qu'on utilise. Ce qu'on entend par servir, ça ne sert à rien dans le sens servir, mais c'est absolument nécessaire. Ok. C'est-à-dire que on va pas dire que ça rapporte de l'argent ou si peu, etc. Mais c'est absolument essentiel. Alors pour certains d'entre nous qui s'y livront, tout simplement parce que ça nous permet de vivre réellement la vie, de la vivre pleinement. Et ça permet à ceux qui lisent d'avoir autre chose qu'une vie sèche. Une vie sèche, c'est une définition. Mais je trouve, oui, parce qu'une vie sans littérature du tout, une vie juste avec du travail et pas d'imaginaire et pas de possibilité d'autre chose. C'est impossible même de la concevoir. Ouais, c'est très triste, mais des gens vivent comme ça. Difficile, oui, mais je suis d'accord, mais c'est difficile à y penser. Hein. Combien de temps tu consacres à l'écriture? Quelques heures par jour. Alors j'essaie d'écrire quotidiennement. Ça doit être à peu près 3 heures. Ok, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais bon, il y a beaucoup de temps que je consacre à chercher à écrire, à ne pas y arriver. Et puis on comprendra pourquoi. Dernière publication. Alors là, c'est Sang d'encre. Voilà, je l'ai ici. Sang d'encre est un petit livre qui est très une beau. fiction, qui a été publié dans une collection qui est très particulière. Ça s'appelle les Éditions des Busclas. C'est une maison d'édition qui a été créée par Marie-Claude Char, la veuve de René Char, le poète, avec Michel Gazier, qui était une critique à Télérama, donc un grand magazine français. Et qui est écrivain aussi. Et en fait, cette maison d'édition publie des auteurs reconnus. Donc toi, tu es un auteur reconnu. C'est la publication, c'est la publicité qu'elles font d'elles-mêmes, donc je peux le dire. Je mets des gros guillemets. Et qui les engage en fait à écrire des textes un peu en marge, c'est-à-dire des textes qu'ils ne publieraient pas chez un éditeur. Classique, c'est-à-dire des textes vraiment un peu particuliers, quoi, vraiment un peu plus personnels peut-être. Ok, non, oui, c'est vrai. Sur le particulier, je suis absolument d'accord. Je te pose cette question. Est-ce que tu as des tatouages? Puis on comprendra pourquoi je pose cette question. Et non. Non, mais j'y ai beaucoup pensé et j'ai eu très envie à une époque. Mais on peut reparler des interdits parce que quand on parle tatouage, on peut parler d'interdits, y compris interdits bibliques, puisque dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est écrit que il ne faut pas se tatouer. Bien et que sûr. c'est une injure à Dieu, etc. Et donc, moi, j'ai eu mon interdit biblique, c'était ma mère. Ah voilà, donc pas donc du voilà, tout impossible. à 18 ans, c'était presque comme si elle me disait « si tu tatoues, je te tue ». Donc j'ai compris. Et non, mais j'y ai beaucoup pensé et sans doute que cette grande frustration m'a fait mûrir ce projet d'écrire sur le tatouage.
Voilà. Écoute, qu'est-ce que tu penses si on propose justement un petit essai de ton son d'encre, en particulier le début, hein? Alors, Michel, on tire la musique, voilà, et on met un sous-fond que j'ai choisi juste pour ce début. C'est les premières pages de ce petit livre Sang d'encre de Stéphanie Hochet. Effet de mode. Bracelet tribal, étoile, patronyme, Beckham, Scarface, soprano. Lettres chinoises dans le cou. Évitez le coup si c'est une première fois. Pistolet. Liner, shader, magnum. Machine bruyante ou silencieuse. Encre. Qualité des noirs. Pigment pur. Noir dense. La rareté justifie le prix. Capsule d'encre. Gants. Détol, alcool, cellophane. Sur le ventre, envie de vomir. La sensibilité des côtes empêche de penser. Malléole, clavicule, plexus, coude et aisselle. Douleur mémorable. La sensation qu'un ongle, lentement, vous griffe. La brûlure évoque un objet célèbre et inoxydable, instrument d'une précision tranchante, le scalpel. Le plus pénible est le remplissage, la coloration point par point de l'espace entre deux traits. Il est conseillé de ne pas être à jeun. Je n'avais cessé d'y penser. Depuis au moins 20 ans, la tentation avait crû avec les années. Le tabou qui l'entourait ne l'avait pas affaibli. Au contraire, sans ce tabou familial, j'aurais plus vite cédé, tourné la page. Ça n'aurait pas mérité que je m'y attarde. Le tabou a hypostasié le fantasme. À l'âge de 15 ans, j'avais songé à des emblèmes totémiques, des gueules de loup, des signes claniques. Je me rêvais en chef de gang, en leader de parti politique. Les idéologies me donnaient des frissons, le pouvoir, oui, il s'agissait de ça. À ce moment-là, je me sentais insensible à tout. Cette année, j'avais été hospitalisée pour une maladie grave. Enfermée pendant des mois dans une chambre, mes pensées avaient tourné à vide. C'est alors que j'avais commencé à dessiner. Toutes les pages de mes cahiers étaient recouvertes d'armes, de croix qui n'étaient pas des symboles chrétiens. J'ai guéri. Je ne suis plus ce garçon obsédé par le culte du chef, la guerre et les théories qui veulent la justifier. Guéri n'a pas concerné que mon corps. J'ai tourné le dos à la fièvre des conflits, mais je conserve le goût des croix et des tatouages. Ce goût-là, je ne le perdrai jamais, si on peut jamais dire jamais. Un jour, j'y céderai, j'en étais sûre. Ce serait symboliquement fort comme le service militaire, le dépucelage, le mariage et la mort. Dans plusieurs civilisations, le tatouage constitue un rite de passage pour les jeunes qui accèdent à l'âge adulte. Même en retard sur mon horloge biologique, je n'avais pas dit mon dernier mot. Le faire, oui. Rester à savoir où, quand, par qui et surtout quoi. J'observais ce que je voyais chez les autres. Les leurs me semblaient bâclés, ridicules. Est-ce que ces personnes avaient profondément réfléchi au sens, au genre que ça leur donnait? S'étaient-ils décidés sur un coup de tête? N'étaient-ils pas déçus après coup? On ne peut pas poser ouvertement ces questions, mais j'en pensais pas moins. À leur place, je n'aurais pas placé là cette étoile d'ailleurs, je ne l'aurais pas dessinée de cette façon. Encore un moment de réflexion autour du dessin. Et je m'arrête ici. Stéphanie. Bravo. Oh, merci. Merci. Mais je trouve que tu as une écriture
flexible. Je ne sais pas si Oh, on le dit super. en français, très beau. mais vraiment, c'est Oui, tout à fait. Ça se dit, coule. mais c'est rare comme compliment, mais Non, c'est vrai, ça me fait très plaisir. Voilà, et donc c'est parce que c'est pas ma langue maternelle, donc de lire en langue étrangère, c'est plus compliqué, mais voilà, j'ai eu cette impression. Alors, c'est justement, comme on disait, le début de Son d'encre, un texte que je vous assure, vous que vous êtes à l'écoute, on lit tout d'une traite, fiction, que, entre autres, a été sélectionné pour le prix Jean Carrière, j'ai lu sur ton site internet, et publié, comme tu disais, par ces éditions de Buscla. Alors, il y a une phrase latine qui est, disons, le moteur de cette fiction, de ce texte. Quelle est cette phrase et quel est le sens Alors, vulnerandum omnes ultima necat. Ça fait très savant comme ça, c'est ce qui veut dire. En fait, c'est une phrase qu'on trouve sur les cadrans solaires latins. Et c'est une phrase qui veut dire « toute blesse, la dernière tue ». Et on parle référé aux heures. Aux heures, voilà. Donc la dernière heure, elle te tue. Voilà, memento mori. Exactement. Alors, écoute, qu'est-ce que signifie cette phrase pour toi? Et d'après toi, quel est le sens pour le, disons, même pour le lecteur? Mais moi, je suis très proche du personnage, en fait. Je suis très proche du narrateur qui s'exprime, qui est un homme de 46 ans. Mais bon, c'est pas, je l'ai incarné, donc il y a une partie de moi qui a exprimé ses angoisses et ses envies. Et en fait, n'étant pas tatouée moi-même, j'ai véritablement pensé que, quitte à se tatouer un jour, il fallait que cette phrase soit absolument parlante pour soi et soit une phrase presque métaphysique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on marque le corps et que c'est pour toute la vie quand même, il faut que cette phrase soit absolument qu'elle ait une signification très forte. Bien sûr. Et cette signification très forte, je l'ai trouvée un peu par hasard, mais enfin voilà, quand j'ai découvert cette phrase, il m'a semblé que ça pouvait être le début en fait d'une histoire, parce que se tatouer cette phrase, c'est faire aussi changer le sens de cette phrase. Écoute, est-ce qu'il y a des situations auxquelles tu t'inspires au moment donné où tu penses ou bien où tu commences une recherche pour la création d'un texte ou bien dans ce cas pour la fiction, donc, ou bien des personnes que tu as vues, qu'est-ce qui t'inspire? Il y a beaucoup de choses, mais sans doute que le fait d'avoir vu beaucoup de gens tatoués, ça a activé un petit peu la réflexion autour de tout ça. Après, moi, je me mets en situation, c'est-à-dire que j'ai ma vie et puis il y a la vie parallèle du moment où je me mets à écrire, où en fait, c'est comme si j'avais une double vie. En fait, voilà, quoi. C'est comme si j'agissais dans un monde parallèle avec mon personnage. Donc, je me mets en situation de vivre ce que j'écris et j'ai joué le jeu pour cette histoire de phrase tatouée qui change de sens à partir du moment où le pronom, le « elle », tu change de sens. Voilà, et je me suis dit que, en fait, avec mon esprit un petit peu torturé, je pense que si j'avais eu cette phrase tatouée, je n'aurais fait qu'y penser. Mais écoute, vu que tu as parlé d'incarnation, donc tu as une approche, si tu veux, un peu cinématographique au personnage, non? Peut-être, tu me fais parce que penser c'est assez à visuel, Stanislavski, par exemple. Ah, d'accord. Donc c'est vraiment l'imédésimation. Qu'est-ce que te laissent les personnages que tu as créés au moment donné où tu as terminé d'écrire? Qu'est-ce qui te laisse? Je te demande ça parce que moi, en tant que comédienne, chaque fois que j'ai vraiment interprété jusqu'au fond, puis j'ai eu des problèmes, même à sortir des situations. Non, mais vous avez raison, parce qu'en fait, tu as raison. C'est, ce qui se passe, c'est que on a l'impression qu'on crée la réalité, parce que à partir du moment, j'ai constaté, c'est vrai, je suis pas le seul écrivain à avoir constaté qu'à partir du moment où on se met à écrire quelque chose, les choses arrivent. Cette chose-là arrive. Donc bon, j'ai pas décidé de me tatouer, mais il y a un rapport à la réalité qui devient troublant, c'est-à-dire que la fiction et la réalité se rattrapent. Sont sur le même plan. Voilà. C'est ça. Et on est, je pense qu'en fait, une fois que je l'ai terminé de l'écrire, je pense que j'y pense encore beaucoup. Ok. Et j'y pense tellement que parfois je me vois agir comme mon personnage, quoi. Donc bon.
Je suis pas allée jusqu'à la je vais pas raconter la fin, mais je suis pas allée jusqu'à ce qu'il fait. Ok. C'est quand même très excessif, mais comme tout ce que j'écris, mais bon, en même temps excessif et logique. Mais j'y ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à ses gestes, à ce qu'il allait faire sur son buste, parce que c'est sur le plexus qu'il se tatoue cette phrase qui est. C'est pas hasard, le plexus solaire, on dit, et on parlait de panneaux solaires, de cadrans solaires. Donc voilà, il y a une analogie entre les deux, et cette analogie, moi aussi, je l'ai vécue, et c'est vrai que j'ai repensé à ses actes, j'ai repensé comment il s'y prenait. C'est presque troublant. Dans ta construction, disons, il n'y a rien qui est laissé au hasard, même si je pense que tu trouves de l'inspiration au hasard, parce que parfois, ça suffit de se regarder autour, non? Même quand tu te promènes à travers Paris. J'imagine qu'il y a beaucoup d'inspiration là-bas. Écoute, Stéphanie, quel genre de musique tu pourrais associer à Sang d'encre? Là, pour ce qu'on vient de dire juste à l'instant, il me semble que coups et blessures, ça fonctionnerait très bien avec les bébés brunes. En tatouant, c'est parfait. Bébé brune. Samedi 20 juillet, la boîte à livres, Paola Corti au micro aujourd'hui avec une invitée spéciale, Stéphanie Hochet, avec laquelle on est en train de parler de Sang d'encre, son dernier texte publié. Stéphanie, on va proposer à nos auditeurs encore un petit extrait, qu'en penses-tu? Avec grand plaisir. On y va. Si bien lu. Donc, moi j'ai choisi les pages 29-30 où l'on parle en particulier du protagoniste de ce livre. J'ai connu beaucoup de femmes. Je me suis peu attachée. J'ai connu beaucoup de femmes parce que je me suis peu attachée, ou je me suis peu attachée parce que j'ai connu beaucoup de femmes. J'hésite. Mes relations avec elles ont rassemblé à un jeu de dominos. Chaque pion tombant en a entraîné un autre dans sa chute. Je me suis jamais impliquée émotionnellement dans une liaison. C'était au-delà de mes forces, de mes possibilités, de mes envies. J'ai plu. Je plais toujours et n'en tire pas beaucoup d'orgueil. Je ne sais pas si j'aurais dû me poser des questions, m'interroger sur mon immaturité ou mon équilibre psychique. J'aime les femmes comme des sœurs, sans désir de les posséder pour la vie, en les désirant simplement le temps de l'étreinte. Je suis souvent heureux quand elles me quittent. Je répugne à les blesser et les quitter les blesse. Je tiens Dimitri au courant du prénom de celle que je fréquente pendant quelques jours, parfois quelques semaines. Il s'étonne de ma légèreté. Lui est constamment célibataire. Je ne connais pas les raisons de son célibat. Si j'étais une femme, je voudrais de Dimitri. Il est grand, fort, rassurant, sa voix vous enrobe de malchaleur. Pour une femme, ce doit être agréable d'entendre cette voix vous dire des douceurs, vous cajoler avec des mots d'homme. Une invitation à l'abandon. Son timbre évoque les bras forts qui en serrent. Mais je ne comprends peut-être rien au goût féminin, c'est très probable. Embellie par mon vulnérant, je ne peux résister au plaisir de l'exhiber. Mais pas importe comment, pas à n'importe qui, pas à tout le monde, simplement dans l'intimité, seulement à celle que j'ai séduite, comme on dévoile une part secrète de soi. Impatience de voir chez elle ce mouvement de surprise et d'admiration que j'imagine déjà. Recueillir les remarques et les questions, qu'elles soient bêtes ou subtiles. Ce genre de marque sur le corps ne laisse jamais indifférent. Tout le monde y va de son commentaire. Pour certains, obtenir l'avis des autres est sûrement une fin en soi, la raison même du tatouage. Pour moi, c'est encore autre chose. Mais quoi ? J'ai tout le temps pour le découvrir. Un indice néanmoins, ne le montrer qu'à elle. Stéphanie, écriture ici, dans ce texte, au masculin. Parce que, en particulier, tu parles du personnage qui est le protagoniste et de Dimitri qui est le tatoueur. Pourquoi ?
Parce que je te demande ça, pourquoi? Parce que je te Pourquoi demande la ça- première personne, en fait? Voilà, c'est la première personne. Et puis, je pense aussi à ton texte, Les éphémérides, Ouais. où il y a beaucoup d'écriture au masculin. Là aussi, il y a l'écriture au féminin, mais il y a aussi l'écriture au masculin. Eh bien, parce que je ne m'impose aucune limite en littérature. Pouvant tout faire, je me permets d'aller justement vers ce qui n'est pas moi, en essayant de l'incarner au plus serré et au plus juste. Mais comme on a toute la liberté, on peut très bien choisir d'être un homme ou une femme pour exprimer ce qu'on a exprimé. Et je crois que j'ai des choses à exprimer avec cette voix-là. J'ai besoin sans doute d'explorer ce continent étrange qui est les hommes, quoi. Donc, je me méfie aussi de... En fait, je pense que quand on est une femme et quand on prend la plume et qu'on donne la parole à un homme, je pense qu'il faut le faire avec, comment dire, en évitant toute la pruderie que certaines romancières peuvent avoir quand elles font parler un homme, c'est-à-dire elles se mettent pas vraiment dans cette peau-là, quoi. C'est comme si elles avaient une espèce d'appréhension. Alors que moi, j'y vais, mais vraiment, et justement, je crois que j'évite des clichés. Oui, voilà, parce qu'il y a une totale absence de stéréotypes. Ouais. Ça, c'est la chose importante. J'aime vraiment que ce soit totalement incarné pour montrer à la fois leurs hésitations, leur séduction, leur envie de plaire, et en même temps un petit côté féminin que le personnage a, c'est-à-dire que il plaît facilement. Chaque homme a un côté féminin. Ouais, et il plaît un peu comme un Casanova, et en même temps, il a un grand trouble quand il rencontre le tatoueur, qui est un homme qui lui paraît très viril, et plus viril que lui. Et je pense que c'est assez juste, et je pense que c'est justement assez masculin d'être comme ça. Mais tu parles avec des hommes, tu as des confrontations par rapport à la construction, par exemple, du parcours psychologique du personnage, ou bien c'est l'observation qui te permet de... Voilà, je pense que je suis à l'écoute aussi. Non, mais j'observe un petit peu naturellement. Enfin, j'observe naturellement, mais je pense que je pense que je suis très à l'écoute aussi de ce qui pourrait être masculin en moi. Et ce qui est masculin et ce qui est féminin, mais j'ai une grande attention à l'écho masculin en moi. Je pense que qu'il y a ça en moi et que j'ai besoin de l'explorer. Ok. Et voilà, et j'ai besoin d'explorer l'humanité. Ça fait très prétentieux comme ça, mais en même temps, j'essaie d'être un petit peu d'être resserré dans mes livres pour que ça paraisse. Si vous voulez, l'ambition, c'est pas vouloir faire un livre de 500 pages et raconter des batailles napoléoniennes forcément, mais voilà, je pense que entrer dans cette psychologie masculine et puis aller au bout de sa crainte et de ses envies et de sa logique peut-être dangereuse, ça me parle. Et c'est une façon pour moi de vivre ce qu'il y a en moi aussi. Ok. C'est difficile de répondre à cette question. C'est très très difficile parce que là on est obligé après du coup de parler écriture masculine et écriture féminine auxquelles je ne crois pas. Je pense qu'il y a des écritures fermes chez les femmes et qu'il y a des écritures un peu féminines chez des hommes, etc. Donc bien sûr. Voilà, je pense que et puis c'est très, excusez-moi du terme, mais casse-gueule d'essayer de dire écriture féminine, masculine, etc. Mais voilà, moi je pense que, je donne la parole aux hommes et que c'est et apparemment de ce que les gens me disent, en fait, de ce que les critiques, les gens qui connaissent un petit peu les livres disent, c'est assez, il me semble que ça sonne juste. Bien sûr. Ouais. Écoute, tu seras mardi prochain au Café Librairie de Place Roncas à Asti, donc tu n'es pas seulement ici pour nous, dommage. Tu as d'autres rendez-vous avec notre ami Claudio Morandini. Et tu présenteras ce livre? Je présenterai ce livre, oui. Je présenterai Sang d'encre et les éphémérides. Et les éphémérides, voilà. Justement, je voulais parler de ce avant-dernier livre, Les éphémérides, qui a été récemment publié par La Linea ici en Italie. Un roman
Vraiment puissant, je dois le dire. Un roman que tu as écrit, que tu as pensé autour de la fin du monde. Alors, ce sont les Mayas qui t'ont particulièrement inspiré, Mais donc même tous pas. les événements. Non, même pas. En plus, je ne l'ai pas défini moi-même comme une fin du monde, mais une fin de quelque chose pour tout le monde. Donc c'est un peu différent. Oui, Bien c'est sûr. sa propre fin à chacun qui est rappelée, Ok. mais d'une façon un peu particulière et puis qui est permis au personnage d'avoir un destin commun. Ok. Disons, il y a différentes histoires qui se croisent. Oui, c'est ça. En particulier, non, il y a Tara, Simon, Sophie, Alice, Ecuador, un Ouais, c'est personnage vrai. vraiment Ouais. qui semble fou et qui a une humanité énorme. Donc, je trouve que il y a beaucoup d'humanité là où l'on parle comme but, disons, il y a la disparition de l'humanité. Donc Ouais. ça, c'est vraiment Ouais. très intéressant comme contraste. Amélie Nothomb a défini ce livre le plus charmant roman sur la fin du monde. Donc chapeau, dit merci par beaucoup. Amélie Nothomb. Je trouve que ce qu'il y a de très fort et qui caractérise ton écriture, c'est en effet ton regard sur le rapport entre corps, art et maladie. Parce que soit son encre, on a ça, et aussi dans les éphémérides, on a ces thèmes. Et puis évidemment, toutes les métaphores possibles qu'on peut développer. C'est ça Ouais. C'est ça que tu as comme but, ou bien c'est quelque chose c'est ta poétique, disons. Mais oui, je pense que je continue de chercher de ce côté pour des raisons qui restent mystérieuses, puisque si j'avais trouvé, je cesserais de chercher. Mais je cherche la relation entre, effectivement, vous l'avez très bien dit, corps, maladie, création. Voilà. Est-ce qu'on pourrait relier tout ça ? Évidemment, le livre de Susan Sontag, que je cite en exergue des éphémérides, est très important, puisqu'elle a écrit un texte qui s'appelle « La maladie comme métaphore ». Et voilà, je cherche la métaphore dans la maladie et je cherche en tirer quelque chose. Alors ça s'exprime de façon très très différente à chaque fois. Puisque dans les éphémérides, il y a Salman Black qui lui est qui ressemble très fort à Francis Bacon, dont on parlait tout à l'heure, qui est un peintre Justement. qui me parle, qui me parle d'une façon très personnelle. Enfin, bon, je suis pas la seule, hein, mais si je devais me projeter dans un idéal esthétique en peinture, ce serait lui. Et parce que ça fait résonance, quoi. Et c'est vrai que ce personnage-là a décidé de créer autour de sa souffrance, autour du cri, autour de la distorsion de la chair. Et je cherche pourquoi ça m'interpelle, et je cherche pourquoi, en fait, quelque part, c'est une réussite artistique. Pourquoi c'est un excès esthétique. Ok. Moi, je te propose un peu de musique et puis, évidemment, on va lire un tout petit morceau de les éphémérides, mais en italien cette fois-ci. Grand plaisir. Alors, on entend déjà Technologic de Daft Punk que tu as choisi. Et après, tu me diras pourquoi tu as choisi ce morceau. Hein? Ouais. Stéphanie Hochet, Technologic, wow, c'est un morceau hard celui-là. Hein? Ah, mais j'adore parce que, en fait, le rythme est créé avec la diction, quoi, avec la diction du jeune homme derrière. Daft Punk. C'est très intéressant et je trouve qu'il va très bien avec le morceau de éphéméride que j'ai choisi. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, moi, je proposerais le morceau Londra. Les pages, c'est 33 à 34. Je le dis parce que les gens et le public qui ira acheter ton livre, évidemment, il saura le reconnaître. Ho sempre seguito un'alimentazione bilanciata. Non ho mai esagerato con l'alcol e non fumo. E poi all'inizio mi sono fatto vedere per dei semplici dolori al collo e alle orecchie. È stato un medico dell'East End a chiedermi di fare degli esami. Ho aspettato più di un mese prima di andare in ospedale perché il lavoro non mi dava tregua e l'idea della malattia non mi piaceva, al punto che non volevo sentirne parlare. Ho dovuto inserire il mio nome in una lista d'attesa di più di 2 mesi. Ho continuato a vivere come se niente fosse. That you will dream of a gentle sound. I watch you sleeping there.
Sono solo 10 anni che ho consacrato la mia vita alla pittura dopo essere passato da un lavoretto all'altro. All'età di 36 anni avevo già fatto tutti i lavori da subalterno: cameriere personale, segretario particolare, rappresentante di biancheria intima femminile e addirittura decoratore di interni, la professione più decadente per un artista plastico. Poche cose riuscirebbero a distrarmi dalle lunghe ore di creazione in cui godo nel dedicare alla mia opera quel tempo che ho sprecato in attività che mi garantissero la sopravvivenza. Fin dall'inizio mi sono messo a lavorare giorno e notte in un magazzino che avevo preso in affitto, addormentandomi solo a metà della giornata, spezzato dalla fatica, vestito e sporco, con le mani macchiate qua e là di una vernice appiccicosa, indifferente all'odore chimico e senza rancore nei confronti della polvere di cui non mi sbarazzavo quasi mai e che scatenava le mie crisi d'asma. Ho dovuto imparare a dormire malgrado la luce che entrava nella stanza. Non ci sono tende in casa mia, non ce ne sono mai state ed è un bene perché l'ideale è dipingere con la luce del mattino. Da quando sono un pittore a tempo pieno non mi sono più impegnato in nessuna relazione a lungo termine. Non ho né una compagna né un compagno, poche attività sessuali che non siano masturbatorie e non sono mai stato così ossessionato dalla carne. Non è stata una cosa premeditata, è accaduta da sola. Ho lasciato morire le storie che stavo vivendo a destra e a manca senza rimpianti. Ça, c'est le effeméridi, la linea, che è la stessa casa editrice che pubblica Claudio Morandini. Je ne sais pas si tu as compris, mais je disais que c'est le même éditeur qui a publié Claudio. Ouais, je suis très flattée d'ailleurs d'être dans la même maison que Claudio. Oui, ouais. Mais je trouve qu'elle est très très intéressante, ouais. Absolument. Ouais. Leurs choix sont vraiment oui, particuliers, ouais. Effectivement particuliers. Très singuliers. Tu sais qu'on a presque terminé notre temps. Et oui, c'est vrai, je suis absolument d'accord. Alors écoute, je te demande quels sont tes prochains projets, évidemment, les prochains livres auxquels tu travailles ou bien que tu as déjà prêt pour la publication. Non, rien de romanesque n'est prêt et je suis en train de tâtonner un début. Enfin bon, j'ai quand même bien écrit, mais ça, pour moi, j'en suis peut-être au premier tiers de quelque chose. Mais enfin, ces moments-là, c'est tellement fragile, je vais surtout pas en parler pour pas... Vous savez, c'est une question après de respecter une espèce de secret pour que ça puisse arriver à terme. Ah, bien sûr. Écoute, moi, je te demande ça. Comment on peut trouver des infos sur toi sur le web? J'ai un site, stéphanieauchet.net. Ok, donc voilà. C'est très très simple. Auchet avec un H, ouais. H-O-C-H-E-T, c'est exactement. Ça, Stéphanie. Moi, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup parce que merci à toi. Ça a été très beau. Merci à toi. De te connaître aussi, parce que quand on lit un livre, on a un côté imaginatif qui va sur le livre, mais de l'autre part, moi, j'ai le côté imaginatif par rapport à l'auteur. Ouais. Donc voilà, bien finalement, tu t'es concrétisé. Bien, on va souvenir à notre public le rendez-vous pour mardi prochain au Café Librairie à Os avec Claudio Morandini pour parler de tes livres. Moi, je serai là, évidemment. Et on t'attend ici pour ton prochain roman. Avec grand plaisir. Et venez mardi. Venez mardi. Bien sûr, c'est juste d'inviter. Voilà, j'entends ce que c'est le début du dernier morceau que tu as choisi. Ah oui. C'est qui? Mais alors, c'est Woodkid, c'est une espèce de petit génie, un français. J'ai choisi que des Français, mais qui chantent parfois en anglais. Et là, c'est un morceau viscéral qui convient aux éphémérides, parce que les éphémérides, quand on voit la couverture, c'est viscéral. C'est vrai, absolument. Et nous sommes contactables, souvenez-vous, à cette adresse email, la scatola dei libri, minuscolo tutto attaccato @gmail.com. Écrivez. Et nous, à samedi prochain, 9h35, la boîte à livres Rai VDA sur les fréquences de Radio 1. Ciao et bon week-end. Ciao.